Monsieur Villani, je pense que tout le monde le connaît ou l'a connu. C'est un mathématicien français, 52 ans. Il a fait ses études à Toulon, au lycée Dumont-Urville, et après il intègre une classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand. Il se place 4e au concours d'entrée à l'école normale supérieure, et en 92 à 96, il est agrégé préparateur Caïman au sein de l'ENS. Il effectue sa thèse qu'il soutient en 98, ayant pour sujet la théorie mathématique de l'équation de Boltzmann. De 2000 à 2002, il enseigne à l'ENS de Lyon, puis à l'Université de Lyon. Il occupe de nombreux postes. Il est invité comme prof à Atlanta, Berkeley, au Princeton. De 2009 à 2017, M. Villani est directeur de l'Institut Henri Poincaré à Paris. Son travail sur la théorie cinétique, les équations de Boltzmann et de Vlasov, et leurs variantes, et le transport optimal de ces applications a été récompensé par de nombreuses distinctions. Alors, je vous en cite quelques-unes. Il a reçu le prix Louis Armand en 2001, le prix Pecot-Vimont, je ne connaissais pas, 2003, le grand prix Jacques Herbrat, le prix Fermat, le prix Henri Poincaré, la médaille Field, le chevalier de la Légion d'honneur, le prix François Mauriac, et j'en oublie. En 2017, il est élu député de l'Essonne. Et depuis, il se voit confier régulièrement des missions pour le gouvernement. Par exemple, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, lui a confié une mission sur l'intelligence artificielle. Ou encore le ministre de l'Éducation, qui est passé, M. Blanquer, sur l'enseignement des maths. Je pense qu'il a su répondre. En 2025, Cédric Villani rejoint l'université de Rennes, en septembre 25, donc c'est très récent, où il est chargé des cours à la faculté de sciences de Rennes lors de l'année universitaire 2025-2026. Il propose notamment un cours de deuxième année du parcours de master, mathématiques fondamentales, intitulé « Équations aux dérives partielles cinétiques » et proposant une introduction à la théorie du problème de Cauchy et des propriétés qualitatives de l'équation Boltzmann. Il est venu de nombreuses fois au Festival de Florence, dont il est un des principaux soutiens. Je vais me lancer donc sur le sujet passionnant de l'intelligence artificielle et la science. Et je vais commencer par dire qu'au tout début, le projet intelligence artificielle était un sujet pleinement scientifique. Je parlais de l'intelligence artificielle des années 50, des années 60. Et c'est en chemin que le sujet est devenu beaucoup plus branché sur les techniques. On est passé d'un idéal de comprendre les ressorts de l'intelligence et donc satisfaire une certaine curiosité à un objectif plus général, beaucoup plus terre-à-terre et beaucoup plus diversifié, qui était celui d'accomplir des tâches et d'automatiser un certain nombre de techniques. Alors, même si c'est devenu l'objectif majeur, il est resté un petit peu, pas beaucoup à mon goût et au goût de bien des gens, de recherche pour travailler sur les processus d'intelligence et cognitifs en particulier. Il n'en reste que bien des techniques peuvent servir à la science. Et de même façon que toutes les activités économiques se sont demandées à quelle sauce on va être mangé avec l'intelligence artificielle, est-ce que tel ou tel processus va être automatisé, eh bien, toutes les sciences se voient interroger en ce moment quelles sont les pratiques et les découvertes qui vont être entraînées ou pas par l'intelligence artificielle. Évidemment, il y a deux disciplines qui ont un rapport particulier avec l'intelligence artificielle. La première, parce que c'est de là que tout est venu, si on veut, la mathématique. Au début, il s'agit de trouver les bonnes formules du raisonnement et les règles, soit des règles de raisonnement, soit des règles de calcul, soit des règles statistiques pour déterminer les bons exemples, les règles mathématiques qui sont à la base des algorithmes. Donc la mathématique est particulièrement interrogée. Et puis l'autre discipline qui a été dès le début très interrogée par l'intelligence artificielle, alors plus précisément au début
La discipline dont on s'attendait à ce qu'elle soit le plus interrogée par l'intelligence artificielle, c'était la chimie, dont on a très vite compris qu'elle demandait des calculs considérables. Il y a toute une tradition de calcul au service de la chimie. Mais celle qui a le plus tôt tiré les bénéfices de l'IA et qui s'est retrouvée en première ligne pour parler de ses bénéfices sur la science, c'est la médecine. Par exemple, en 2014, quand pour la première fois l'intelligence artificielle est le sujet d'une conférence plénière au colloque international des mathématiciens, c'était en 2014 à Séoul, et il s'agissait du mathématicien français Emmanuel Candès, alors en poste aux États-Unis. Et dans sa conférence plénière, il évoquait sa collaboration avec des médecins travaillant dans un institut hospitalo-universitaire pour réduire le temps passé dans un scanner pour récupérer de l'information. On était en 2014, même si la grande révolution des réseaux de neurones avait déjà 2 ans, les techniques présentées par Emmanuel Candès dataient de plus longtemps que ça, et il ne s'agissait pas de réseaux de neurones dans cette mise en œuvre. Et de quoi s'agissait-il? Pour diverses raisons, vous avez envie de minimiser le temps passé dans un scanner, surtout quand il s'agit de jeunes enfants que vous voulez exposer le moins possible aux radiations. Et une façon évidente de faire ça, c'est de sous-échantillonner votre scanner, de récupérer seulement une partie de l'information. Et le pari, ici apporté par la couche d'intelligence artificielle, c'est de reconstituer l'information manquante. Et de la reconstituer sans qu'il y ait le moindre danger, le moindre risque pour l'interprétation par le médecin, en prenant avantage du fait que l'information donnée par des organes n'est pas une information aléatoire, elle est structurée, organisée. Si vous connaissez un morceau de la forme du cœur, ben, l'autre morceau, vous pourrez le reconstituer ou à partir de certaines formes d'informations le deviner, parce que ce n'est pas n'importe quel objet, c'est un organe. Et on est là donc sur un problème de compléter de l'information manquante, un problème très classique d'intelligence artificielle ou d'algorithmique avancée, qui a été pendant des décennies travaillé sous divers angles, en particulier pour l'industrie cinématographique ou l'industrie de la culture, ce qu'on appelle le problème Netflix. Le problème Netflix, c'est quoi? Vous avez des usagers qui ont des préférences pour des films, qui préfèrent des films de tel ou tel style, avec tel ou tel sujet, tel ou tel acteur ou qui sait quoi, et vous avez des films. Et donc, d'un côté, vous avez comme un tableau avec d'un côté les usagers, d'autre côté les films, et chaque usager n'a pas vu tous les films, donc l'information est incomplète. On sait que l'usager A a aimé les films 1, 3, 17 ou qui sait quoi, l'usager B a aimé ces films-là, d'autres, etc. Et vous voulez, à partir de cette matrice de préférence qui est incomplète, reconstituer la matrice complète avec autant de précision que possible. Des centaines d'algorithmes différents ont été proposés pour résoudre ce problème. Et en particulier les méthodes utilisées par Emmanuel Candès, qui elles ne relèvent, comme je disais, pas des réseaux de neurones, mais de ce qu'on appelle les méthodes de parcimonie, et qui permettent de reconstituer une matrice incomplète en prenant le point de vue que ça va être l'information la plus réduite possible, la plus efficace possible, la plus simple possible, le rang le plus petit possible, comme disent les mathématiciens. Une variante donc du principe général du rasoir d'Occam, sur laquelle on postule que face à un phénomène inconnu, c'est l'explication la plus simple qui est la bonne, ou du moins on va en faire le pari. Alors, en 2014, Emmanuel Candès nous montrait comment on pouvait, avec ces techniques, gagner presque un facteur 10 dans le temps d'exposition au scanner. Et les mathématiciens étaient très impressionnés sur son blog très influent. Le mathématicien Timothy Gowers indiquait Emmanuel Candès fait de la mathématique pour sauver des vies. Et voilà. Et depuis ce moment, toujours, on a vu la médecine aux avant-postes de l'intelligence artificielle, la discipline qui en bénéficie le plus et la discipline la plus mise en avant pour donner les bénéfices potentiels. Ça m'arrive régulièrement de participer à des conférences
d'intelligence artificielle et médecine. Et pendant des années, j'ai co-animé un groupe de travail joint de l'Académie des sciences et de l'Académie des médecines sur ce thème. Et les progrès ont été phénoménaux. L'an dernier, j'ai revu dans la série de colloques de biomédecine et d'intelligence artificielle un exposé qui travaillait exactement sur le même thème qu'Emmanuel Candès 10 ans auparavant, exactement sur le même thème, sauf que le résultat était beaucoup meilleur, plus de précision. Ça s'appliquait à plein de techniques de prise d'image et pas seulement les scanners. Ça donnait des images d'une qualité extraordinaire et ainsi de suite. Et on a vu ces dernières années, de façon générale, le secteur de la médecine prendre en main le secteur de l'intelligence artificielle, et pas juste en prenant des outils, en achetant des outils aux géants de la tech américaine. Ça, c'est ce qu'on avait pu croire à un moment, on attend le modèle qui allait venir, mais en développant leur propre recherche, en s'aidant avec des acteurs du monde numérique, spécialistes de cloud, de données, ou de telle ou telle technique, mais vraiment en reprenant la main dans des projets de recherche avec les agences, les hôpitaux, les universités et ainsi de suite. Et chaque jour, vous avez de nouvelles applications qui sortent. On est sur un domaine où, aujourd'hui déjà, et depuis un moment maintenant, les taux de reconnaissance par les algorithmes d'intelligence artificielle dans les radios, ou dans les mammographies pour des cancers du sein ou encore d'autres pathologies sont supérieurs à ceux des meilleurs humains. Et ce n'est pas étonnant parce que l'IA arrive avec peut se permettre d'interroger toutes les bases de données dans le monde, capitaliser sur des centaines de millions d'exemples de données dans les cas les plus documentés, ou avec des cohortes nombreuses de toute façon dans tous les cas. Alors, insistons bien ici. Ce dont je vous parle à l'instant, c'est un impact sur la médecine, le fait de soigner, mais avec des analyses qui sont meilleures, des diagnostics qui sont meilleurs, ce sont des prédictions meilleures aussi, et déjà un certain nombre de vies qui ont été sauvées ainsi. Mais vous me direz, il ne s'agit pas forcément d'avancer sur la science médicale, découvert de nouvelles médecines, de nouveaux médicaments, de nouvelles choses. Ici, il faut apporter une réponse nuancée. D'une part, c'est vrai, l'intelligence artificielle vient avec beaucoup plus de techniques que de nouvelles avancées conceptuelles, au sens nouvelles briques scientifiques. Et cependant, on a des exemples ici et là d'avancées qui sont aussi des avancées scientifiques. Il y a quelques années, c'était un débat qui était tranché sur la structure du cerveau. On est plus dans la biologie que dans la médecine là. Savoir si une certaine structure qu'on pensait observer ou pas dans le cerveau, le faisceau strié occipital, quelque chose comme ça de mémoire, était présente ou pas, et c'était juste un artefact des humains qui l'examinaient, qui voulaient la voir, voulaient y croire, ou s'il y avait vraiment quelque chose. Et les progrès faits dans l'analyse automatique des images ont permis de trancher ce débat, de dire que oui, objectivement, il y avait une structure. Si on regarde et qu'on élargit le regard maintenant sur toutes les disciplines, on voit qu'à grands traits, les disciplines qui ont été le plus marquées par l'intelligence artificielle et où le plus de découvertes ont pu être faites sont les disciplines qui sont les plus expérimentales, d'une part, et d'autre part, les disciplines dans lesquelles la combinatoire est la plus forte. Et c'est vrai en particulier pour la médecine et les sciences du vivant en général, c'est vrai pour la chimie. Ce sont des disciplines dans lesquelles la combinatoire est considérable. Tous les ingrédients que vous pouvez combiner, tous les effets qui peuvent se présenter. Une expérience de biologie, elle dépend du contexte, de tas de facteurs qui influencent sur les animaux quand il s'agit d'expérience avec les animaux, la façon dont les organes ont été préparés comme ceci ou comme cela, et ainsi de suite. A contrario, à l'autre extrémité du spectre, du côté mathématique, qui est le plus régi par des règles, et le moins par l'expérimentation, bien sûr, l'impact reste faible. J'y reviendrai. Entre les deux, entre d'une part la complexité des sciences de la vie et de la chimie, et d'autre part la mathématique et les sciences de la complexité informatique, si je puis dire, vous avez la physique dans laquelle il y a un bilan intéressant et qui est, mais sans que de nouvelles lois aient été découvertes, sans que de nouveaux concepts aient été découverts. C'est un débat récurrent chez les spécialistes, et il y a 10 ans déjà, j'avais des débats avec mon brillant collègue Stéphane Mallat, tout récemment médaille d'or du CNRS, c'est l'un des plus brillants experts de la théorie de l'algorithmique en France, et Stéphane soutenait que le moment était proche où de nouvelles lois
de la physique, de nouvelles lois de la nature pourraient être découvertes par l'IA, et où moi j'étais plus sceptique, et à ce jour, aucune nouvelle loi de la physique n'a été découverte par intelligence artificielle. Il y a eu de l'intelligence artificielle pour vérifier bien des découvertes. Ça a été vrai pour le boson de Higgs, ça a été vrai pour les ondes gravitationnelles, ça a été vrai pour déterminer tel ou tel matériau et à le concevoir qui était prédit par la théorie et ainsi de suite. Mais de nouvelles lois, pas à ma connaissance. Alors certes, les fous furieux comme Sam Altman, le fantasque et impérialiste patron de OpenAI, vous expliquent dans leur manifeste que nous pouvons espérer, grâce au progrès de l'IA, déterminer, connaître toutes les lois de la physique, mais à ce jour, on en a déterminé juste aucune. Certes, le brillant prix Nobel de chimie Demis Hassabis indique dans ses interviews d'après le prix Nobel qu'à son avis, on pourra soigner toutes les maladies grâce à l'intelligence artificielle d'ici à 2030, peut-être, mais à ce jour, on ne sait toujours pas s'il y a un seul nouveau médicament qui a été créé par l'IA. Il y en a un qui est en cours d'élaboration, un cas d'école intéressant sur une pathologie pulmonaire, mais pour lequel il faut encore attendre avant d'avoir le premier médicament complet, chaîne complète. Donc l'acquisition du savoir, pour l'instant, reste très très minoritaire par rapport à l'ensemble des techniques humaines pour acquérir le savoir. En revanche, des techniques et des aides au savoir sont importantes. Un mot spécifique sur la chimie. Comme je vous le disais, il y avait une tradition de calcul en chimie, et on le sait, la chimie vient avec une combinatoire extraordinaire. L'arrivée de la chimie, la mécanique quantique dans la chimie a permis de dire on peut calculer les formes des molécules, des protéines, les états des atomes, pourvu qu'on sache calculer et résoudre des équations mathématiques sophistiquées. Et ça a fait un domaine très très riche en calcul. Geoff Hinton, souvent appelé le parrain de l'intelligence artificielle, ou en tout cas des réseaux de neurones, et qui a reçu le prix Nobel récemment, était lui-même élève d'un scientifique britannique qui avait passé sa carrière à développer des algorithmes au service de la chimie. Et finalement, la chimie a été l'un des domaines dans lequel l'un des premiers prix Nobel en intelligence artificielle est arrivé. C'était Demis Hassabis, en même temps que Geoff Hinton. Geoff Hinton pour la physique, Demis Hassabis pour la chimie, avec ce détail savoureux que Demis Hassabis, qui a donc obtenu le prix Nobel pour les avancées de Google DeepMind dans le calcul de la forme des protéines, n'a jamais formellement suivi de cours de chimie avancée. Et le prix Nobel, pourtant, est entièrement mérité parce que c'est une avancée majeure sur un problème de chimie qui était un obstacle important à la discipline. D'autres types d'applications pêle-mêle pour la chimie de l'agroalimentaire, deviner des recettes ou des ingrédients qui permettront de donner un goût qui ressemble à s'y méprendre au goût de tel autre produit, mais qui n'utilisera pas, je ne sais pas, tel produit carné ou tel produit allergisant ou qui sait quoi. Ou bien pour la météorologie, et ça a été un choc pour les spécialistes classiques de météorologie, biberonnés aux équations dérivées partielles et à celles de la mécanique des fluides, ça a été un choc de voir que l'intelligence artificielle permettait dans bien des cas de faire, pour un horizon de plusieurs jours, des prédictions aussi efficaces et plus rapides que les méthodes classiques, et même dans certains cas de prédire la trajectoire des cyclones, donc pour des événements catastrophiques, avec 24 heures d'avance sur leurs homologues classiques du grand centre européen de météorologie basé à Reading. Et donc, il y a quelque chose de fascinant dans ces disciplines de type mécanique des fluides, chimie et sciences de la vie, à voir des avancées et des remises en question qui viennent dans la pratique, qui reviennent avec l'intelligence artificielle. Un mot sur l'algorithmique elle-même, l'informatique. Il faut bien distinguer. Aucune avancée majeure dans les concepts de programmation et de l'algorithmique liés à l'intelligence artificielle. En revanche, une facilité extraordinaire à programmer. Un bon programmeur qui sait se servir des outils de suggestion de code par l'intelligence artificielle programme 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois plus vite, ça dépend des uns ou des autres, qu'en le faisant de façon manuelle. Donc quelque chose qui vient ajouter à l'efficacité de ces spécialistes assez spectaculairement.
et dans le même temps, quelque chose de dérangeant aussi, voire d'inquiétant. Un outil qui est aussi sophistiqué, bien sûr, vous allez l'utiliser, mais ce faisant, votre savoir-faire va s'émousser. Parce que, tout simplement, quand on s'habitue à travailler sans béquille, sans filet, on est forcé de travailler mieux avec plus de rigueur que si on le fait avec le filet et la béquille. On est forcé d'être plus soigneux sur l'orthographe quand on n'a pas de correcteur automatique, et ainsi de suite. Et est-ce que la capacité de programmation va s'éroder? Statistiquement, c'est probable. Où est-ce qu'on met la ligne? Comment on la trace? Il y a en mathématiques, et j'y viens, on peut regarder les choses. D'abord, nous avons des intelligences artificielles qui sont devenues très fortes pour réaliser des exercices de concours. Et récemment, Google DeepMind frappait encore un coup avec ses algorithmes qui obtenaient la médaille d'or aux Olympiades de mathématiques en résolvant de façon excellente les exercices qui étaient proposés aux jeunes brillants lycéens mondiaux qui concourent chaque année en ces concours. Donc des résultats remarquables qui font que les algorithmes d'IA aujourd'hui sont bien sûr dans le 1, alors je ne sais pas, ils sont dans le 0,001% des meilleurs élèves de mathématiques. Pour autant, nous n'avons pas d'intelligence artificielle qui fasse de la recherche, aucun nouveau théorème qui a été démontré par l'intelligence artificielle, ni nouveau concept, ni direction de recherche. Nous sommes sur des mondes différents. Il y a quelque temps, je discutais avec un mathématicien impliqué dans un projet de start-up au service du raisonnement mathématique qui me disait à coup sûr, tu serais heureux d'avoir un assistant IA qui ferait les calculs fastidieux et les parties fastidieuses de la démonstration pour toi et te permettant de te concentrer sur le haut niveau et les concepts. À quoi j'ai répondu, très sûr de moi, je ne veux en aucun cas un assistant intelligence artificielle pour m'aider à écrire les preuves, je vais faire les preuves à l'ancienne, de A à Z, depuis le point de départ fastidieux jusqu'à l'arrivée, aussi parce que je suis convaincu qu'il y a une valeur d'entraînement là-dedans, et que si j'abandonne la partie fastidieuse, je perdrai en technique, en virtuosité et en intuition, et aussi par parti pris de style. Et ici, c'est quelque chose, je dirais que dans tous les domaines humains, dans toutes les activités, scientifiques ou pas scientifiques, c'est le grand défi qui nous est posé, savoir où mettre la ligne de ce que nous sommes prêts à automatiser et ce que nous refusons d'automatiser, parce qu'on y tient, parce qu'il y a des enjeux de société, des enjeux de développement humain, ou ce que vous voulez. On sait que quand le grand maître de dessin animé, Hayao Miyazaki, s'est retrouvé face à une équipe de programmeurs qui tentaient de mettre au point un algorithme pour dessiner comme les humains, il a eu une réaction extrêmement violente, leur disant que ce qu'il faisait était quelque chose d'horrible, malsain, pervers, une insulte à la vie même, et maugréant ensuite, une fois la rencontre terminée, que la fin des temps était proche si les humains n'avaient plus assez confiance en eux pour dessiner eux-mêmes. Oui, on est là avec le dessin sur des capacités artistiques qui nous rendent fiers d'être des humains, qui participent à notre développement, et que nos artistes sont fiers de pouvoir passer des centaines, des milliers d'heures à acquérir leur technique, leur style, et à explorer ces continents artistiques au nom de l'humanité entière. Et on peut faire le même exercice dans tous les champs, y compris le champ scientifique. Comment évoluera ce rapport de l'intelligence artificielle avec les sciences? C'est bien sûr à suivre. Mais les grilles de lecture que je vous ai données, en particulier le fait qu'à ce jour, aucune loi, aucun nouveau concept n'a été obtenu par IA, mais de très nombreuses aides à obtenir des matériaux, des aides à trouver les bonnes combinaisons, tenez, les bonnes combinaisons de plantes pour mieux faire de l'agriculture, les bonnes combinaisons d'ingrédients qui permettent de faire telle ou telle thérapie, les bonnes combinaisons de données pour prédire mieux le cyclone à venir, vous donnent une idée de l'impact intéressant de l'intelligence artificielle dans toutes les techniques incorporées aux sciences. Toutes ces remarques me mènent au deuxième sujet que je vais traiter un peu plus brièvement, qui est celui de l'aide à la décision. Aide à la décision apportée par l'IA, où vous avez vu ici dans les exemples que j'ai donnés, l'aide à la démarche scientifique que peut apporter l'IA. Et cette aide à la décision, c'est quelque chose qui est beaucoup plus flou que les questions scientifiques, mais une question qui est posée de façon très générale à tous les secteurs. Comment est-ce que l'intelligence artificielle va impacter le processus de prise de décision?
Il y a longtemps, dans les années 70 ou 80, on parlait beaucoup des systèmes experts comme de quelque chose qui aide à la décision, ces systèmes basés sur des règles. C'est déjà de l'intelligence artificielle. On a vu après comment ils étaient finalement peu efficaces, trop lourds, pas assez précis, et n'ont pas vraiment apporté de plus-value. Mais aujourd'hui, l'aide à la décision, elle se fait avec des mécanismes bien plus précis. Des fonctions qui sont basées sur des milliards, voire des centaines de milliards de paramètres, des prédictions basées sur des données, des séries temporelles, des analyses d'images qui sont extrêmement robustes et impressionnantes, une panoplie d'outils de propagande, d'interrogation en ligne qui permet à la fois d'avoir des idées de l'état de l'opinion et des idées de faire passer des messages qui est complètement, qui n'a aucun rapport avec ce qu'on avait avant. Il y a quelques jours, je voyais un exposé donné par le cadre d'une grande entreprise qui vous montrait comment utiliser des logiciels basés sur de la géographie, de la cartographie pour aider à la décision sur les types du genre où vaut-il le mieux implanter un nouveau magasin, une nouvelle enseigne pour nos produits, en fonction du bassin de consommateurs potentiels, en fonction de données économiques, climatiques, connectiques, tout ce que vous voulez. Et vous avez là des outils qui aident à la décision sur un tel choix stratégique. Dans le temps, on aurait fait ça avec une étude de marché classique et des cabinets de conseil qui vous disent ici, ça, ça et ça. Ici, vous avez toutes sortes de données qui vous permettent de faire du recoupement. C'est même chose pour les personnes qui s'intéressent à la mise en place de grands réseaux pour les biens communs, je veux dire pour de l'eau, pour des transports, où est-ce qu'il faut mettre une nouvelle ligne, comment est-ce qu'il faut répartir des horaires de transports en commun, quelle est la bonne offre incitative qui va permettre d'infléchir les usages pour ceci et cela. Évidemment, pour préparer le dossier, pour instruire, vous avez dans tous les océans d'analyse de données, des choses qui sont très impressionnantes dans leur efficacité. Et puis, l'aide à la décision, c'est aussi dans le champ de l'entreprise en général, tous les outils qui vous permettent de suivre et d'examiner les différents indicateurs. Je vous parle les profits, les pertes, bien sûr, mais aussi les stocks, mais aussi l'état des chaînes et des rapports avec vos sous-traitants ou qui sait quoi. Tous les domaines dans lesquels de la planification est souhaitable, que ce soit de la logistique, du transport maritime international, la supervision d'une exploitation agricole, la gestion des variations de production d'énergie dans une centrale connectée à tout un réseau, la préparation et prévision, je ne sais pas moi, des positions des différentes éoliennes dans un champ d'éoliennes, le repérage de la fraude parmi tels et tels usagers, etc., etc. Qu'est-ce que ça fait l'IA de façon générale? Il ne faut pas lui prêter des vertus magiques ou penser qu'elle va résoudre tous vos problèmes. Elle n'agit pas, presque par définition, sur la sphère physique, ni sur la sphère biologique, ni sur la sphère chimique. Elle agit sur la sphère qui relève des idées et des formules. Elle sait reconnaître, trier, classer, analyser, prédire, avec plus ou moins de succès, mais toutes ces tâches qui correspondent à ce travail qui relève de l'information. Et évidemment, cela peut être précieux pour la décision en tout genre. Et ça relève toujours, ou presque toujours, quand il s'agit de le mettre en place, que ce soit un outil pour aider les soldes ou aider les aiguilleurs du ciel à superviser les décisions, les autorisations pour les avions, ou encore autre chose, ça relève toujours de quelques grands principes. Un premier grand principe, c'est que l'outil doit être conçu et designé, comme on dit, dès le début, en lien avec les usagers, les personnes qui vont être aux manettes. Ça se fait par le partage de compétences et par l'expérimentation. On n'arrive jamais à prédire vraiment qu'est-ce qui va marcher ou pas. Et l'interface humain-algorithme est souvent traître. Et dans bien des cas, on voit que si on se contente de donner l'algorithme à l'humain pour que l'humain puisse aider à la décision, ça se comporte pas bien et souvent ça se comporte plus mal que l'algorithme tout seul. Ce sont des choses qu'on a examinées dans des domaines aussi variés que le commerce ou la médecine. Donc il y a un travail de co-apprivoisement, si je puis dire, entre la partie humaine et la partie algorithmique. Ça permet, dans bien des cas, ça demande aussi, ça va de pair avec le fait d'interroger nos propres biais humains,
particulier pour la décision, les humains, en général, en tant qu'espèce, sont souvent très sûrs et souvent trop sûrs de leurs décisions. Ça a été bien démontré par les spécialistes de sciences cognitives ou d'économie sur des domaines aussi variés que la question du recrutement, la question du salaire qu'on attribue. Ce sont des biais parfois sexistes, parfois des biais sur les origines des personnes. Ce sont parfois la surestimation de son propre flair et ainsi de suite. Et donc, en interrogeant ces pratiques et en se demandant est-ce que je suis bien sûr de ce que je fais, on améliore la possibilité de mettre au point le bon outil. Ça demande ensuite une évaluation. Si on change les pratiques, ça rend difficile le calcul du gain de productivité ou du gain de temps, et cela sur au moins 2 critères. Premièrement, est-ce qu'on a vraiment gagné en efficacité? Et si on connaît tous l'exemple de l'email, dans les années 90, l'email est arrivé et on s'est dit magnifique, l'email va accélérer les temps de communication, ça va nous permettre d'agir plus vite, de façon mieux informée, ça va être des gains de productivité phénoménaux. Et puis 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, on a vu que l'email était un fléau parce qu'on avait des centaines ou pour certains des milliers de mails quotidiens à traiter, tellement qu'on ne pouvait plus les traiter à la main, qu'on devait utiliser des filtres pour traiter les emails et ainsi de suite, et que bien des entreprises devaient mettre en place des règles pour éviter de trop passer de temps en email. Et le temps qu'on passait sur nos correspondances, il a finalement augmenté de façon phénoménale, et encore plus avec l'arrivée des réseaux sociaux. Donc, et évaluer la productivité et le gain d'efficacité a posteriori en tenant compte de ces changements de pratique, c'est le premier impératif. Et le deuxième impératif pour faire cette évaluation, c'est de se demander si on n'est pas devenu, avec les outils, plus émoussé, plus dépendant. Plus dépendant, c'est quoi? Si votre prise de décision, elle dépend d'un outil technique que vous ne maîtrisez pas forcément, sous contrat avec une entreprise étrangère qui un jour peut bien, dans un contexte géopolitique, décider d'arrêter du jour au lendemain, soit d'arrêter du jour au lendemain le service, soit de multiplier le prix de ces services par 4, eh bien vous vous retrouvez dans une situation de dépendance considérable. Nous sommes aujourd'hui, de façon générale en Europe, sous une dépendance par exemple des industries, des grandes plateformes de stockage et de transfert d'informations américaines qui est très inquiétant. On a vu ce qui se passait quand ce fou furieux d'Elon Musk d'un coup a décidé que sa constellation de satellites pour transmettre l'information, il allait la stopper pour éviter de donner un avantage stratégique à l'Ukraine sur la Russie dans une certaine opération de la guerre en Ukraine. Et on a vu là qu'il y avait un intérêt stratégique important à avoir des constellations du genre de Galiléo, du genre pour avoir le bon repérage souverain à l'échelle européenne, et ainsi de suite. Donc, je parle ici d'échelle européenne versus américaine, mais ça peut être aussi une entreprise par rapport à des sous-traitants, vérifier qu'on ne se met pas en situation de dépendance. Et l'autre grille sur laquelle il faut faire attention dans l'évaluation, c'est celle de la perte de savoir-faire. Si vous vous reposez sur la technique, vous perdez en acuité, c'est normal. Je me souviens d'une séance de travail dans un petit groupe de travail qui était organisé par l'ancien vice-président américain Al Gore, où Al Gore nous disait une des choses les plus importantes que j'ai apprises de mon expérience de vice-président aux côtés de Bill Clinton, c'est qu'il y a quelque chose comme un muscle de la décision qui se travaille. Et le fait de prendre chaque jour plusieurs décisions importantes, ça entraîne à mieux prendre les décisions la fois d'après, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme un coureur. Il va s'entraîner sans cesse pour être prêt à réagir au quart de tour quand il y a besoin. Décisionnaire doit s'entraîner sans arrêt à prendre des décisions pour être prêt à les prendre quand il y a besoin dans les temps et à assumer le poids de la décision quand il y a besoin. Voilà les grandes règles générales. Et en matière d'IA, plutôt que de faire des évaluations par rapport à ces efficacités telles qu'on peut les voir sur la précision, le plus important peut-être est de garder ces grands principes en tête. Et évidemment, on a un champ gigantesque d'études aussi de ces pratiques à l'intersection entre les sciences économiques et les sciences du comportement. Chers amis, je parle et peut-être avez-vous certainement vous avez, on arrive juste à l'heure des questions-réponses justement, si vous le souhaitez. Oui, bonjour monsieur. Est-ce que l'IA peut aider à résoudre la crise politique que nous vivons actuellement? Je crois que dans l'état actuel, clairement pas. Et
Et il y a un certain nombre de choses qui rendent la crise politique compliquée. Évidemment, on voit, alors moi, je vais le prendre de façon un peu optimiste, je vais dire, nous sommes en train de découvrir, nous, France, quelque chose que tous les autres pays démocratiques ou presque dans le monde savent, à savoir qu'un régime parlementaire, c'est un régime dans lequel, une fois que les élections législatives ont eu lieu, on fait une coalition, c'est-à-dire un ensemble de partis qui représentent plus de 50% de l'Assemblée nationale, et c'est sur la base de cette alliance de partis et d'une alliance de programmes qu'on décide du gouvernement et de la politique à mener. Et la France a tellement de mal à se mettre là-dedans, parce qu'elle n'a aucune expérience là-dedans, et pas encore sevrée de la Ve République, dont il faudra bien sortir un jour ou l'autre. Ça, c'est mon opinion personnelle. Mais quand on regarde sur l'ensemble des démocraties occidentales, il y a presque personne qui fonctionne comme nous. Alors vous allez me dire les États-Unis, ouais, mais les États-Unis, c'est un exemple qui ne marche pas spécialement bien non plus, pour d'autres raisons complètement différentes. Et si tout va bien, au bout d'un certain temps, peut-être ça durera 10 ans en tout, on sera passé de ce mythe et cette illusion d'une personnalité dont découlera tout le reste, y compris une majorité présidentielle, comme on dit, un gouvernement, à une attitude moderne alignée sur celle de tous les pays européens, qui veut dire un contrat de coalition et un contrat de parti. Si ça prend 10 ans, ça veut dire qu'on l'aura résolu en 2032, en considérant que c'est à partir de 2022 que le bazar a commencé. Bon, à l'échelle d'une vie, 10 ans de chaos, peut-être c'est pas si grave, c'est le côté optimiste qui parle là. Et une autre Alors, question. Oui. Ouais, un petit commentaire aussi. Dans certains cas, l'IA à petite dose et sur des domaines bien ciblés peut être très intéressante politiquement. Et par exemple, l'Albanie fait quelque chose d'intéressant. Alors, la Roumanie nous a montré un exemple de régime qui pouvait être complètement déstabilisé par l'IA, et en particulier par les algorithmes utilisés via TikTok par des groupes de déstabilisation. Et ça s'est passé à un cheveu que soit élu un populiste fou furieux à la présidence de la République. Finalement, ça a été évité, et c'est un mathématicien d'ailleurs qui a été élu président de la République roumaine, et d'ailleurs un copain de promotion à moi à Norma Sup. Mais ça, c'est un exemple d'IA qui a un effet néfaste sur la démocratie. Et d'ailleurs, par exemple, la Russie, à chaque élection française, s'ingénie à pourrir le débat politique français à coups de robots et d'algorithmes juste pour nous déstabiliser. Mais regardez ce qu'a fait l'Albanie. Il y a quelque temps, ils ont dit, bon, on a un tel problème de corruption généralisée dans les marchés publics que notre ministre de l'Intelligence artificielle, ça va être une IA, et au moins, elle, on ne pourra pas la corrompre. Est-ce que vous pensez que l'IA pourrait comprendre nos discussions qu'on s'envoie par les réseaux sociaux et mails? Car c'est une des projets de loi de l'Union européenne, et je ne pense pas qu'elle va rien comprendre. L'IA ne comprend pas, au sens où comprendre, c'est pas juste faire des analyses et donner une réponse, c'est intégrer ce qui est là dans un ensemble de concepts qui, à la fin, s'incarnent dans des émotions, des sensations. Vous lisez le mail de quelqu'un qui est en colère, vous ressentez cette colère. Comment vous, il y a quelque chose dans vous qui réagit et qui interagit à distance. Il y a une réaction, une interaction chimique dans les sentiments, les hormones, qui sait quoi. Ça, c'est comprendre. Comprendre pour de vrai, où vous pouvez décortiquer et analyser le pourquoi cette personne vous a écrit un mail en colère, quels sont les ressorts derrière, etc. Ça, c'est comprendre. Et puis, à plusieurs niveaux. Niveau du détail, niveau grossier, etc. En revanche, ça, l'IA ne le fait pas, presque par définition. Mais ce que l'IA peut faire, c'est deviner, analyser, classer. Et l'IA va être très forte pour classer les messages dans une catégorie qui sera catégorie qu'elle appellera colère, sans comprendre ce que c'est que la colère, mais par analogie avec d'autres messages qui auront été tagués comme étant des messages de colère, de la même façon que l'IA arrive à reconnaître quand vous vous mettez face à en fonction de votre visage, et vous le regardez devant une caméra avec un algorithme derrière, il va deviner avec plus ou moins de pourcentage si votre expression c'est celle de la joie ou de la colère, etc. Ce qui a le plus de mal à faire d'ailleurs, c'est le dégoût. Dégoût, c'est dur à reconnaître, mais colère ou joie, elle reconnaît très très facilement. Et donc, tout ça, ce sont des questions statistiques. Et à coup sûr, l'IA est déjà utilisée pour faire des filtres sans arrêt sur les communications. Par exemple, les filtres qui interdisent la diffusion d'images de pédopornographie ou des images d'attentats ou des choses comme ça. Vous pensez bien que ce ne sont pas des humains qui disent « Ah tiens, là, ça c'est une vidéo de meurtre sauvage, je vais la bloquer ». Vous avez des algorithmes qui automatiquement reconnaissent qu'il s'agit d'images de meurtre, et ainsi de suite. Et heureusement,
dans le temps, quand il y avait eu l'attentat à Christchurch en Nouvelle-Zélande, un attentat islamiste meurtrier calamiteux, peut-être je ne sais plus si c'était un attentat islamiste ou un attentat anti-musulman. En tout cas, c'était un attentat lié à la religion qui était calamiteux, qui était horrible. Et la vidéo a été mise en ligne quelque chose comme 1 million de fois sur le réseau Facebook ce jour-là. Et 1 million de fois, les algorithmes de Facebook, ça ne s'appelait pas encore Meta, l'ont détecté automatiquement et sont venus la bloquer. Donc heureusement, il y a tous ces trucs de mécanismes automatiques. Alors, l'IA ne comprend pas ce que c'est un meurtre ou un crime violent, mais l'IA peut être entraînée pour détecter quelque chose qui ressemble à un meurtre, un crime violent, et ainsi de suite. Alors, un petit mot sur la réglementation européenne. Globalement, elle n'est pas mauvaise. Elle peut être un peu trop permissive par-ci et un peu trop lourde par-là, ok. Mais globalement, elle n'est pas mauvaise et l'Europe peut être fière d'être le seul continent à avoir fait le travail de législation et de réglementation. On entend ici et là bien des gens vous dire c'est un scandale et tout ça, on se tire une balle dans le pied avec nos règles qui vont étouffer la créativité. Je suis en total désaccord. D'abord, les règles stimulent la créativité quand elles ne sont pas étouffantes. Ensuite, on a vu dans le passé que la créativité algorithmique s'accommodait bien des règles. Et enfin, si vraiment l'Europe se tirait une balle dans le pied avec ses réglementations, les géants américains ne passeraient pas tant d'énergie à essayer de nous empêcher d'appliquer notre propre réglementation. C'est du rapport de force permanent depuis le président Trump jusqu'au secrétaire d'État, les administrations américaines, tous ils nous disent arrêtez le lobbying effréné des géants de la tech américaine pour dire si vous continuez comme ça, on ne va pas développer les produits avec vous, arrêtez la réglementation. Par ce lobbying permanent, ils avouent que ces réglementations ont un effet protecteur pour empêcher qu'on soit juste envahi et complètement cybercolonisé dans bien des secteurs par la puissance de feu qui vient d'autres continents. The information provided to AI is collected from different sources and is collected like what is available. And question about objectivity of that information based on who provides that information. How can we find it if information provided by AI is objective? There is no such thing as objectivity. Et madame comprend le français, donc moi je voulais savoir si vous comprenez l'anglais, donc on aimerait savoir qu'est-ce que vous a posé comme question. Ok. La question était de savoir si toutes les données collectées pour alimenter l'intelligence artificielle sont objectives et s'il y a de l'objectivité dans l'IA et comment le garantir. Et ma réponse est there is no such thing as objectivity. Il n'y a pas d'objectivité. On the one hand, you cannot define mathematically what is objective. On ne peut pas définir mathématiquement ce que c'est que l'objectivité. The only thing you can do is either define what are trusted sources and what is a trusted process for checking the information. On peut soit définir quelles sont les sources auxquelles on fait confiance, peut-être un résultat de telle équipe scientifique ou qui sait quoi, ou bien faire confiance à un processus pour avoir plus d'objectivité. Par exemple, un processus où il va y avoir du rapport de la confrontation des arguments, une action de la communauté et ainsi de suite. For instance, Wikipedia is an example that strives for objectivity as much as possible using the result and input of a whole community. Wikipédia est un exemple qui essaye de parvenir à autant d'objectivité que possible en s'appuyant sur une très large communauté et une interrogation permanente et une confrontation. The basic thing about science is to get some truth, go through the interrogation and confrontation of the opinions until you can prove discussion. From the polemics, the truth gets much more easily. La confrontation des idées et des scientifiques, c'est ça qui amène l'objectivité scientifique telle qu'on l'a définie. Mais on voit bien quand on regarde le processus d'élaboration scientifique, au début, tout le monde se plante sur un sujet donné, même les meilleurs experts du monde d'habitude se plantent, et petit à petit, par la confrontation sincère des arguments, on arrive à dégager quelque chose qui finit par être accepté. Des fois, ça prend quelques semaines, des fois, ça prend un siècle, comme étant objectif, et on l'appelle alors la vérité.
Now, there are around the world an amazing number of actors trying to faking the debate and get through fake news, fake data, fake information, whatever. Dans le monde entier, il y a une panoplie considérable d'acteurs qui veulent vous enfumer, nous enfumer, avec des fausses informations, des fausses données, des fausses opinions, etc., etc. Et ça fait partie du jeu géopolitique. Ça fait le lien d'ailleurs vers la table ronde d'après. Vous avez en France une cellule qui a été mise en place uniquement, pour repérer la propagande venant de l'étranger, par exemple des puissances russes, mais pas que, et qui vient alimenter des fausses données et qui vient participer au délitement de l'information. Et c'est devenu un enjeu de sécurité nationale. Il y a une cellule particulière française dont le but est uniquement de repérer telle propagande et de contre-attaquer ou d'empêcher la diffusion. Et il n'y a pas longtemps, j'assistais à une table ronde, avec la chercheuse Christine Dugouin-Clément, qui elle est une spécialiste de la propagande russe et qui l'étudie en tant qu'universitaire, avec quantité d'exemples et d'informations. Et donc, dans ce monde, des choses totalement subjectives sont divulguées avec une puissance de feu qu'on n'a jamais vue dans l'histoire des communications. C'est le monde d'aujourd'hui. Excellente source que je recommande là-dessus, an excellent source for studying this diffusion of information, this enormous market. C'est le livre de David Chavalarias, Toxic Data. I don't know if there is an English translation, but probably now, the English edition of David Chavalarias' book, Toxic Data. Je vous remercie. Une autre question? Bonjour. Tout à l'heure, vous parlez de la décision sur l'algorithme de l'IA. Que pensez-vous un jour si l'IA va rendre une décision de justice à côté d'un juge? Est-ce que cette décision ne sera pas faussée? Ça n'existe pas, une IA qui rend une décision de justice, pour la bonne raison que par définition, la décision de justice est rendue par un juge. J'insiste, par définition, c'est notre système. Le juge, peut-être, il s'appuie sur une IA ou peut-être pas, mais ce n'est pas une décision de justice. Alors, il y a des endroits dans lesquels on sous-traite de la décision, des peines à l'algorithme. En particulier en Chine, il peut y avoir des actes d'accusation rédigés par IA, des sentences rendues par IA, et le juge qui se contente d'entériner. Mais là, c'est le système humain tout entier qui se met au service de la machine, dans une sorte de technodictature. Mais c'est une trahison de ce qu'est un système de justice. Un système de justice, par définition, c'est un humain qui rend la décision et qui assume le poids, la culpabilité, si jamais la décision est une erreur de justice, par exemple, devant les humains, devant l'histoire, et ainsi de suite. Alors, il y a bien des cas dans lesquels les humains sont déjà très forts pour rendre des mauvaises décisions de justice ou des décisions subjectives, et c'est normal, ce sont des humains. Ça a été documenté dans certaines expériences menées en Israël par des équipes de recherche très avancées. On a vu que, par exemple, sur certains cas, alors le cas d'école, c'était quand est-ce qu'on accorde une liberté conditionnelle ou pas. La fiabilité de la décision, enfin la sévérité de la décision dépend de l'heure à laquelle est rendue la décision, et en particulier si le juge a faim ou pas faim. Mais c'est normal, un juge qui a faim est plus sévère, un juge qui repue est moins sévère. C'est un humain, le juge, comme tout le monde. Et il y a d'autres cas bien encore plus inquiétants qui ont été analysés dans ce gros ouvrage Noise par des gens comme Cass Sunstein, Dan Kahneman, Olivier Sibony, montrant que le nombre d'années de prison que vous pouvez prendre dépend du choix du juge. Ça peut être un facteur du simple au double. Et c'est pas normal, ça. Donc il faut aussi interroger l'objectivité de nos décisions humaines et nous demander comment les améliorer dans le cas où l'algorithme pourrait être une aide à la décision. C'est pas lui qui décidera, mais il peut nous aider à rendre des décisions plus justes. Comment voyez-vous l'IA dans 50 ans? Je pense que c'est un gag. Personne ne peut prédire l'IA dans même 10 ans. Et l'IA est un domaine par excellence qui fonctionne par coup d'éclat, voire coup d'état, sans qu'on puisse rien en prédire. Le plus gros coup qui soit arrivé dans les sciences de l'intelligence artificielle, celui qui était le plus inattendu, c'était en 2012, quand on s'est rendu compte que les réseaux de neurones fonctionnaient finalement.
et qu'ils ont gagné des grands concours internationaux de reconnaissance d'image. Le concours organisé par Fei Li à Stanford, et ça a été un choc gigantesque. Excusez-moi si c'est le chaos, j'étais en train de brancher mon ordinateur sur le secteur. Personne ne l'avait anticipé. Les meilleurs experts du monde, ils vous disaient jusqu'en 2011, les réseaux de neurones, ça marche pas, on l'a essayé, ça marche pas. Et en 2012, paf, les réseaux de neurones qui accomplissent des scores extraordinaires, et pourtant, c'est des algorithmes qui étaient déjà essayés depuis les années 40. Mais à partir des années 2010, il y avait un seuil qui avait été franchi dans les techniques, dans la quantité de données, où c'était aussi combiné avec les processeurs graphiques ou qui sait quoi. Bon. Et encore jusqu'en 2013, vous voyez des gens pour vous dire « mais j'y crois pas, moi, ils disent que ça marche hyper bien, mais il doit y avoir quelque chose de faux, quelque chose qui ne marche pas ». Mais en 2016, la grande majorité des experts du sujet s'étaient convertis au réseau de neurones, finalement. Donc le domaine a subi cette révolution majeure entre 2012 et 2016. Donc j'ai posé une question aux meilleurs experts du monde, en tout cas les plus reconnus. Est-ce que vous croyez comment vous voyez les réseaux de neurones dans les années à venir? Il n'aurait certainement pas dit les réseaux de neurones, alors qu'un an plus tard, c'était le truc qui changeait tout. Donc je ne vais certainement pas m'amuser à prédire ce que va être l'IA dans les 50 ans à venir. Éventuellement, on peut faire des prédictions de science-fiction ou de sociologie sur la façon dont la technique, en un sens, cherchera à aliéner l'humanité de plus en plus, dont les humains seront de plus en plus soumis à ça, dont telle ou telle grande démocratie d'aujourd'hui pourra se transformer en technodictature. Tout ça, on peut le faire. Et ça relève plus de la science-fiction ou de la politique-fiction que de la technique. Mais sur la technique, on est vraiment... on n'a pas de meilleure solution que la boule de cristal, je dirais. Est-ce que, à votre avis, l'IA pourrait devenir un jour une religion ou remplacer une religion? C'est déjà une religion, c'est déjà une religion. Quand vous entendez les gens qui vous disent, comme l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, qui vous dit on n'est pas capable de tenir nos engagements carbone pour le réchauffement climatique, tant pis, abandonnons ces engagements et à la place, misons tous sur une super intelligence qui nous indiquera la marche à suivre. Ça, c'est une religion, c'est du messianisme. On va créer un nouveau Dieu qui va nous indiquer le chemin. Mais vous avez une connotation religieuse là-dessus très forte dans la Silicon Valley. Et moi, j'aime bien penser à tous ces data centers construits frénétiquement par l'humanité aujourd'hui comme des églises d'un nouveau genre, et ce qui est assez savoureux parce qu'on a tous les problèmes imaginables aujourd'hui liés à l'écologie, à l'environnement, aux inégalités, tout ce que vous voulez. Et on voit que l'intérêt pour l'environnement décroît, l'intérêt pour l'écologie décroît dans la tête des chefs d'entreprise, il y a eu des mesures là-dessus, dans la tête des dirigeants, très très fort depuis 2022, qui est le moment où les grands modèles de langage sont apparus et qui a entraîné le buzz médiatique phénoménal. Ce qui veut dire que vraiment, dans la tête de l'humanité presque entière, l'humanité qui s'occupe de pouvoir et d'économie, l'enjeu de sauvegarder la planète a été remplacé par l'enjeu vite développer l'IA le plus possible pour éviter d'être écrasé par les compétiteurs. Et donc il y a quelque chose comme une sorte de nouvelle religion de l'humanité, hélas. Évidemment, c'est quelque chose à combattre absolument, et ce qui doit nous guider aujourd'hui, comme hier, comme après demain, ce sont les grands principes par lesquels on définit l'humanité, ou nos principes de spiritualité, ou ceux qu'on décide, ou ceux qu'on croit qu'il est bon et juste de développer. En fait, il y a quand même une part d'humanité qui me semble échapper à l'IA et qui me rassure, c'est l'art plastique. C'est-à-dire, si on considère que la représentation plastique est une abstraction parce qu'elle rend visible l'invisible, elle rend visible des lignes de force que l'on ne perçoit pas comme ça, je peux affirmer là aujourd'hui que l'IA ne sera jamais abstraite. C'est possible, mais moi je suis bien terre à terre, bien plus terre à terre. L'IA ne remplacera pas l'humain par définition, et il n'y a aucun domaine dans lequel l'IA fait mieux que l'humain. La question n'a pas de sens. L'IA vous donne des diagnostics plus précis, ben oui, c'est normal. C'est pas parce qu'elle est meilleure médecin que l'IA,
L'IA n'est pas un médecin, elle ne sait pas ce que c'est un patient, elle ne sait pas ce que c'est un malade. Tout ce qu'elle sait, c'est dire, c'est une formule mathématique qui vous dit ce truc-là ressemble plus à ça qu'à ça. Est-ce que vous trouvez que la formule mathématique, elle a une tête de Cédric ou une tête de Camille ou de qui sait quoi? La formule mathématique, c'est une formule mathématique. C'est pas un humain qui pense et réfléchit, et interagit et aime ou déteste ses semblables et ainsi de suite. Et il y a cette manie qui a envahi le monde entier de vouloir se comparer à l'IA, et quelque chose qui est dès le début exploité par le business et le modèle, les grandes entreprises de l'IA. On est depuis très longtemps, voilà très longtemps qu'on sait construire des machines qui courent plus vite que nous, je veux dire des voitures et des voitures de course et qui ça, et ça ne nous pose pas de questions et de déprime de se dire ah, il y a une machine qui court plus vite que moi, c'est vraiment quelque chose de déprimant. Alors pourquoi est-ce que, parce qu'il y a une machine qui arrive à faire une partie d'échecs ou à construire un tableau plus finement que nous, on trouverait ça déprimant? Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de match. Ce sont des ressorts différents, ce sont des cultures différentes, ce sont des êtres différents. La machine repose sur un assemblage de silicium, de cuivre, de plein de matériaux qui a été récolté aux quatre coins de la planète. Ce sont des projets dans lesquels des millions d'humains ont participé. Il n'y a pas de comparaison entre un humain et un IA. C'est comme si on essayait de comparer un humain à un pays. Est-ce qu'il viendrait à quelqu'un l'idée de se comparer un humain à un pays? Et cette idée de comparer les humains aux IA, on peut l'entendre dans une approche économique, où on se dit quelles sont les tâches économiques que je vais automatiser, mais la création artistique, c'est pas une activité. Alors, c'est une activité qui peut s'intégrer dans une activité économique, mais en tant que geste artistique, c'est une démarche qui relève de l'humain, presque par définition, je dirais. C'est la démarche par laquelle les humains cherchent à transcender leurs conditions, transcender le réel, utiliser leur intuition, leurs antennes, leurs voix pour créer quelque chose de nouveau qui émeut les semblables. Alors après, on peut copier les réflexes des humains et ce qui a déjà été mis en place pour accomplir ces tâches d'une façon qui est réaliste. Ou même, il y a quelques jours, on annonçait qu'une IA avait signé un contrat avec une grande marque de disques pour produire des disques et qui sait quoi. Ben oui, là, une IA qui copie la démarche des humains, et on peut faire cette démarche parce qu'on a assemblé des grands projets avec des millions de dollars, des matériaux, des reformules et des ressources statistiques qui copient et imitent la démarche artistique créée par certains humains. Et donc, le vrai problème, il n'est pas est-ce qu'il y a les humains qui vont faire un truc ou se comparer à l'IA. Le vrai problème, c'est où sont les modèles économiques des artistes. Ça, c'est l'énorme problème qui est posé bien avant l'IA, même posé par la numérisation. Et on est toujours dans ce bazar considérable, encore plus bazardesque que la politique française en ce moment. Où sont les modèles économiques justes pour la culture? Alors, il y a quelques jours, je visitais à Dijon l'atelier d'une artiste peintre, Véronique Barilla, qui m'a totalement bluffé. C'était le choc artistique le plus fort que j'ai eu de ces derniers mois. Et elle peint des toiles elle peint entièrement à la main, hein, sans assistance d'IA et tout ça. Ce sont des longues toiles peintes dans une sorte d'état d'auto-hypnose. Et elle peint des toiles qui sont... c'est un certain motif quand on regarde les basses fréquences, et un motif différent quand on regarde les hautes fréquences. De sorte que vous voyez une certaine toile quand vous êtes en face de moi, et puis vous voyez un certain motif, un certain dessin. Et puis quand on vous passe des jumelles inversées qui vous font voir comme si vous étiez très loin, vous voyez que c'est un tableau complètement différent. Ou juste si vous le mettez dans le smartphone, vous voulez prendre la photo de ce que vous voyez, et comme il y a des filtres dans le smartphone, vous voyez en fait une image complètement différente. On appelle ça de la peinture quantique. J'ai été juste ébloui, et il y a quelque chose de très fort qui se dégage quand vous êtes en présence de ces toiles. Alors, entre parenthèses, c'est un problème pour l'artiste, hein. Comme ça ne peut pas se photographier, comment vous faites pour vous faire connaître? Et le fait que ça a été trouvé par une personne humaine et par une approche entièrement personnelle, désir d'interroger et de chercher sa voix originale, le fait d'y arriver avec la configuration et le savoir-faire de son cerveau. Un artiste, que ce soit un artiste mathématicien ou un artiste peintre, c'est quelqu'un qui passe les milliers d'heures qu'il faut pour reconfigurer son cerveau et à acquérir de nouveaux savoir-faire, nouvelles façons de voir et nouveaux gestes conceptuels. Ben ça, c'était encore plus émouvant et ça donnait encore plus de valeur.
Oui, la question c'est, avons-nous un comité indépendant d'information sur l'IA à l'échelle mondiale avec des représentants de tous les pays désireux d'y adhérer? Ce serait inutile. Premièrement parce qu'un tel comité mondial serait forcément fait uniquement de messages lavassés, lessivés, complètement gommés de toute aspérité, dans un contexte où tout le monde se défie de tout le monde à l'échelle mondiale. Et deuxièmement, l'IA est fabriquée en tant que technique dans tous les laboratoires de France, de Navarre, d'Europe et du monde entier, avec des bons experts, de bons ingénieurs. L'IA, c'est de l'algorithmique avancée, ce sont des formules avancées. Tout le monde sait faire des formules. Ce qui est beaucoup plus difficile, et ce sur quoi on aimerait avoir des informations, ce sont les applications et les déclinaisons de l'IA. Aucun comité indépendant avec des représentants ne peut le faire. Pour le coup, ça s'est distribué dans des millions de projets et d'entreprises. Le plus stratégique et le plus inquiétant, certainement, c'est ce qui est en train de se faire sur l'intelligence artificielle militaire. Alors là, ce qu'on voit, c'est ce qui se passe sur les terrains de guerre aujourd'hui. Et le pays le plus avancé d'Europe en ce moment, par exemple, en matière d'intelligence artificielle militaire, certainement, c'est l'Ukraine. Pour une raison simple, c'est que sa survie en dépend et que tous les jours, il doit expérimenter de nouveaux algorithmes sur les drones ou contrer les attaques ou lancer les attaques et ainsi de suite. Et on voit qu'il y a une évolution qui se fait à une vitesse considérable. Un général américain disait récemment que c'était la plus grande évolution dans les pratiques de guerre qu'on ait jamais vue. Et évidemment qu'il y a un secret considérable. Évidemment que ce n'est pas comme un comité sur les armes nucléaires. On sait quels sont les pays qui ont l'arme nucléaire parce que ça ne passe pas inaperçu de faire une bombe nucléaire. Il nous faut telle industrie, des importations, de l'uranium, des grandes entreprises, une masse critique scientifique, etc., etc. Mais des projets d'IA, vous pouvez les faire avec très très peu de moyens. Et ça va s'incorporer et s'infiltrer dans toutes les industries possibles. Donc c'est une situation qui est bien plus floue, bien plus dispersée qu'on ne pourrait l'imaginer, a priori. Et un comité là-dessus ne servirait à rien. Ce qui va nous donner des bonnes informations, c'est de développer et d'avoir un écosystème, un ensemble de chercheurs qui travaillent bien et en qui on fait confiance et qui, eux, pourront nous donner des informations, mais aussi un écosystème d'industriels qui fonctionne bien, etc. En ce qui concerne l'IA et la sphère militaire, par exemple, nous avons, et ça a été mis en place aussi il y a juste quelques années, c'est basé à Bru, près de Rennes, un laboratoire spécifique d'intelligence artificielle au service de la sphère militaire. Et on pourrait dire, on serait tellement mieux avec l'humanité si on laissait l'IA en dehors de la sphère militaire. Certes, on pourrait dire ça dans un monde angélique. Mais dans un monde où des puissances qui ne veulent pas du bien et qui sont à l'étranger, qui ont des appétits impérialistes, comme rarement on a vu, eux s'occupent à développer activement de l'IA pour le militaire. La seule chose qui peut nous protéger, quand je dis nous Européens, c'est parce qu'en tant qu'Européens convaincus, c'est la sphère de confiance et d'échelon politique dont je suis sûr qu'elle doit être notre maison commune de protection. Nous, Européens, la bonne chose à faire, c'est développer à la fois des règles légales et tout ça, et des règles éthiques, mais aussi développer et entretenir une armée avec des bonnes règles éthiques aussi, mais des bonnes règles de performance, des bons outils, et qui soient alimentés par des personnes qui s'y connaissent en intelligence artificielle, aussi bien pour préparer les dispositifs que pour repérer les dispositifs et les actions des autres. On est dans un contexte militaire extraordinairement difficile et tendu, et c'est un signe, et pour le coup c'est un signe calamiteux que l'an dernier, 4 pays européens se soient retirés de la Convention internationale contre les mines antipersonnelles. Les mines antipersonnelles, c'est les trucs les plus horribles que l'humanité ait jamais inventés. Et voir qu'il y a ce mouvement de sortie, y compris au sein de l'Europe, c'est la preuve que nous sommes entrés aujourd'hui, et certainement nous sommes entrés aujourd'hui depuis les événements de 2022-2023 et 2024, ça veut dire les guerres, l'arrivée des nouveaux théâtres de guerre en Europe, au Proche-Orient, puis l'arrivée de Donald Trump et la nouvelle donne qui s'ensuit, le retour de Donald Trump, tout ça. Nous sommes dans une ère extrêmement difficile où c'est la force brute qui compte plus que les grandes règles et les grands traités internationaux.
Et si au moins à l'échelle européenne, nous parvenons à bâtir la confiance politique, la puissance économique, et mener sur le chemin de crête à la fois le respect de l'environnement, des droits humains, le respect des personnes et de la vie privée, et la puissance et l'action, aussi bien dans la technique que dans la force économique et dans la force scientifique, bien sûr. Là, à la fois, nous pourrons influer sur le monde et nous sentir protégés. Mais si on oublie cet aspect de force, on peut juste mettre la clé sous le paillasson et dire au revoir.